à notre groupe. Je voudrais d'abord corriger une façon d'appréhender les choses. Oui, il s'agit bien du premier budget de la collectivité naissante, mais pour ce qui concerne la majorité en place, c'est un budget de mi-parcours. Eh oui, mon cher Jean, on est à mi-parcours et Monsieur le Président a évoqué de façon très claire 4 façons d'appréhender ce débat. Une façon prospective, j'en ferai l'économie. Une façon macroéconomique, nous en ferons l'économie. Une façon méthodologique, nous en ferons l'économie. Et puis il y a une façon politique, et on ne va pas en faire l'économie. C'est d'ailleurs sur ces bases-là que la majorité d'aujourd'hui, l'opposition d'hier, a systématiquement voté contre tous les budgets entre 2005 et 2015, sauf 2014. En invoquant des arguments permanents que la gourmandise ne m'interdira pas de rappeler ce soir. Alors, un budget, Monsieur le Président, eh oui, mon cher Jean-Christophe, vous avez systématiquement voté contre les budgets primitifs entre 2005 et 2015, sauf, je parle de la sensibilité, fais-moi gauche, entre 2005 et 2015, peu importe. L'histoire de cette Assemblée a un sens et nous allons la retrouver ensemble. D'ailleurs, vous ne vous priviez pas à l'époque, mon cher Jean-Christophe, de dire, je cite, 2007. Il serait opportun d'organiser, dans le cadre de nos exercices budgétaires, les sessions beaucoup plus tôt. Si vous mettez immagine. Et je cite, de donner à votre budget un souffle qui manque cruellement. Alors nous allons examiner ensemble ce souffle. À travers ce qui doit être la marque, l'empreinte d'un document budgétaire. Il n'est pas question ici de parler de chiffres. Les chiffres, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, je vous cite, ils ne sont que la déclinaison d'une politique. Et la question qui se pose pour ce qui nous concerne au moment d'aborder ce débat est de savoir quelle est cette empreinte, quelle est cette marque que vous imprégnez depuis 3 ans maintenant. Et on s'est posé la question de savoir comment aborder ce budget, et nous sommes posé la question de la façon dont vous exerciez vos responsabilités. La loyauté, l'honnêteté intellectuelle, la vertu sont-elles en cause? Certainement pas. L'administration est-elle en cause? Moins encore, elle est la déclinaison technique de vos volontés politiques. Alors, en termes de responsabilité, on s'est posé la question, enfin la double question, de savoir pourquoi, de façon désormais systématique depuis 3 ans, vous vous déchargez un coup sur l'État, un coup sur le passé. L'État d'abord. Et là, on est bien dans la politique, Monsieur le Président, vous avez pris le parti de nourrir, avec les services déconcentrés de l'État, avec les administrations centrales, au mieux un rapport de force, au pire un rapport de défiance. C'est un choix. Et on peut même en comprendre les raisons. Il y a une logique qui est la vôtre, qui consiste à dire « nous avons été élus comme nous avons été élus, et je reviendrai en conclusion, nous ne sommes pas entendus, et nous rentrons dans un rapport de défiance. » Un coup, je me rends au dîner républicain, un coup, je ne m'y rends pas, un coup, j'y vais accompagné, un coup, j'y vais seul. Ça a un sens politique. La question qu'on se pose ici, ce n'est pas la symbolique, c'est l'efficience de ces choix au service des Corses.
Est-ce qu'on a gagné à nourrir cette posture de défiance? Est-ce qu'on a gagné à entretenir ce rapport de force? Nous, vous l'avons dit au moment des évolutions constitutionnelles, pour notre part, nous considérons, et c'est ce qui nous distingue politiquement, qu'il est plus opportun de privilégier la force des rapports. On va prendre un exemple, très rapidement, en matière de déchets, je ne vais pas entamer le débat. Vous dites, et vous avez raison, nous vous suivrons sur cette partie-là. Vous voulez aller très loin sur le tri et nous avons besoin du concours de l'État. Et ce n'est pas trahir ce qui s'est dit hier devant le ministre que vous avez sollicité le concours de l'État. Et vous avez raison de solliciter le concours de l'État. Seulement, vous avancez sans l'assurance de ces recettes. Je n'ai pas vu une approbation à travers des rictus affirmatifs, ni du ministre de l'écologie, ni de Madame la préfète sur ces sujets. Deuxième sujet d'ambiguïté concernant les rapports avec l'État. J'étais sur la route vendredi soir et dimanche soir, et j'écoutais sur les ondes de RCFM la retransmission d'une émission politique bien connue du dimanche soir, à l'occasion de laquelle un de vos éminents conseillers exécutifs se prévalait en matière de résultats des chiffres du chômage. Et il disait, c'est très significatif, on a fait baisser le chômage. Les chiffres du chômage, depuis 1996, sont à la disposition de tout le monde. Le creux, c'est en 2008. Est-ce que les chiffres du chômage ont baissé? Oui, Monsieur le Président. Est-ce qu'on a fait baisser les chiffres du chômage? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à dire quelques mois avant, mais vous comprenez, si on n'arrive pas à résoudre le problème de l'emploi, c'est parce qu'on ne nous a pas autorisés à avoir pleine compétence sur Pôle emploi. Est-ce que ce n'est pas un réflexe de faux supporters, ça, que de dire, quand on a gagné, et quand on a perdu, ils ont perdu? Alors, il faut savoir. On a gagné les chiffres du chômage ou ils ont perdu? L'hebdomadaire du vendredi, que j'invite chacun à conserver, donne des chiffres extrêmement précis, extrêmement bien publiés en matière d'infographie sur toute la société corse. Forte croissance de l'emploi du BIP et du PIB. On a gagné ou ils ont perdu? Continue. Je cite, une société où les inégalités se creusent. On a gagné ou ils ont perdu? La Corse est la région la plus pauvre de France. On a gagné ou ils ont perdu? 5,8 millions de passagers. On a gagné ou ils ont perdu? Est-ce que le temps n'est pas venu, Monsieur le Président, quant au rapport avec l'État, de rentrer non plus dans une logique de défiance, mais une logique, comme nous vous y invitons depuis le début de la mandature, de partenariat respectueux? Deuxième sujet, après l'État, le passé. Bien, j'ai déjà survolé le sujet lors des orientations budgétaires, on n'en finit plus de nous parler des coups-partis. Mais ça, c'est le principe de l'alternance. C'est le syndrome du tube de dentifrice. Quand la pâte est sortie, elle ne rentre plus. Mais vous pouvez arrêter d'appuyer sur le dentifrice. Le principe de l'alternance, c'est d'opérer des choix. Les autorisations de programme, concrètement, qui sont parties, est-ce qu'elles ont un sens politique? Est-ce qu'elles ont un sens social, économique, sociétal? Alors, les coups partis, il faut les continuer. En matière d'investissement, je vous cite en introduction, vous souhaitez maintenir un haut niveau d'investissement, une gestion du fonctionnement cordeau, un recours modéré à l'emprunt et activer le moins que possible les leviers fiscaux. C'est mot pour mot ce qu'ont dit les présidents qui vous ont succédé. C'est la quadrature du cercle. On n'a rien inventé. Cette maison, en 2007,
lorsqu'elle dépensait 100 euros, Monsieur le Président, 57 étaient consacrés à l'investissement, 43 en fonctionnement. Et une dérive conséquente. Après 2010, est-ce que vous avez contribué à redresser ce ratio? Est-ce que aujourd'hui, lorsque vous dépensez 100 euros, vous investissez 53 euros? Est-ce que la vocation de cette maison a continué à être celle qui prévalait dans les années 2000 et qui correspond au creux de la courbe en matière de chômage, avec un niveau d'investissement jamais atteint au regard notamment de l'emprunt? N'en finissez plus de nous expliquer que nous étions sur une crête dangereuse. On investissait plus de 300 millions d'euros, c'est-à-dire les trois collectivités d'aujourd'hui confondues, en empruntant 40 millions d'emprunts et en mobilisant que 30. On est loin du sujet. Je passe sur les capacités de désendettement que vous estimez, sur la base du rapport Koffler, satisfaisantes sur 5,6 années. À l'époque, on était sur 2,7. Et nous étions critiqués. Et parce que politiquement nous étions en désaccord, vous votiez contre les budgets. Un membre éminent de votre exécutif, membre permanent de la commission des finances d'alors, disait, deuxième chose, je cite, en 2013, est-ce qu'il y a une réflexion sur l'aide aux communes? Je cite, je le dis pourquoi? Parce qu'on ne va pas se voiler la face, on va rentrer dans les élections municipales. Une des questions à laquelle on aura à répondre sur celle-ci, est-ce que vous envisagez de modifier la voilure? La question qui se pose n'est pas celle-là aujourd'hui. La question qui se pose, c'est de savoir en matière de règlement d'aide aux communes, sur quelle base on s'appuie. Vous vous souvenez, Monsieur le Président, qu'au titre de la commission de contrôle, il y a bientôt un an, j'avais présenté, sur la base d'un travail partagé, y compris avec les membres de la majorité, un rapport dans lequel on vous indiquait des pistes. Avez-vous suivi le début de commencement d'amorce d'une seule piste sur ce sujet? Nous sommes revus au mois de février, en parlant de l'aide aux communes, en conférence des présidents. Et je dis, Monsieur le Président, vous devez présenter un règlement transitoire, car aujourd'hui, sur la base de la fusion, il n'y a pas de raison, parce qu'il y avait un règlement en CD2B. Il y avait l'existence d'un règlement adapté au CD2A, et il y avait un règlement qui prévalait. Au nom de quoi le règlement qui prévalait ici aurait-il plus de sens au titre de la fusion que les deux autres? Y a-t-il un règlement provisoire dans les cartons? Est-ce qu'on peut le voir? Y a-t-il une ébauche de réflexion sur un règlement définitif? Enfin, Monsieur le Président, nous, ce qu'on va vous dire en matière d'empreinte et de marque, c'est qu'on a le sentiment, lorsqu'on est dans la rue, que vous n'avez pas pris la mesure de la victoire qui a été la vôtre. Pardon de vous le dire, et vous avez raison de le rappeler souvent. Vous n'avez pas gagné, Monsieur le Président. Vous avez triomphé. Vous n'avez pas triomphé, vous avez été plébiscité. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque vous sortez dans la rue, il y a une personne sur 4 en âge de voter qui a voté pour vous? Une personne sur 4 qui a voté pour vous, en âge de voter. Et la moitié s'est abstenue, c'est la moitié qui a voté pour vous, pardon. Encore quelques repères cartésiens et mathématiques. Il y a bien une personne sur 4 dans la rue en âge de voter qui a voté pour vous. Est-ce que vous vous rendez compte des obligations que ça vous impose? Est-ce que vous avez pris la mesure de ça? Est-ce que, dans la mesure de ce plébiscite, vous avez le droit de nous proposer un budget un peu prudentiel qui organise d'une certaine façon la réalité dans une logique combinatoire? Est-ce que vous avez le droit, en fonction de ce plébiscite, de nous faire un inventaire à la Prévert des politiques sectorielles qui ne sont pas nées hier matin? Est-ce que vous avez le droit d'aligner des chiffres qu'on connaît tous, mais qui ne parlent pas à l'opinion? Quelqu'un un jour me disait, en matière budgétaire, vous savez, les citoyens connaissent 3 choses, le prix de la baguette, le prix de la bagnole et le prix de leur appartement. Que vous disiez, on l'a mis sur la langue, 16 ou 19 millions, ça témoigne d'un effort dans lequel on va vous accompagner, mais ça ne parle pas
à l'opinion. Et aujourd'hui, vous le savez bien, c'est la critique qui vous est faite, pas par l'opposition, et pas seulement, mais dans la rue, on ne voit pas cette marque, on ne voit pas cette empreinte, on ne voit pas la dynamique, on ne voit pas l'audace, on ne voit pas le souffle dont parlait Jean-Christophe en 2007. C'est ce souffle. D'ailleurs, Monsieur le Président, je vous observais qui vous manquait lors de la présentation, dans ce ton un peu paralysant, en mâchouillant vos lunettes, on avait l'impression que vous étiez victime du syndrome de la majorité absolue. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, en majorité relative. Et en 2015, lorsque vous avez pris vos fonctions, on sentait une dynamique, on sentait un volontarisme. On vous demande de gagner, et je parle au coureur que vous êtes, le second souffle, le second, que vous étiez, me dit-on, que vous étiez, me souffle-t-on. Alors j'en profite, Monsieur le Président, parce que vous avez toujours le mot juste et que vous convoquez Hannah Arendt en disant les mots justes, lorsqu'ils sont dits au bon moment, sont de l'action. Il y a des Corses qui attendent de l'action, et pour répondre à la question que je me posais en préambule, j'ai envie de vous dire que les Corses maintenant, ils n'attendent pas seulement que vous exerciez des responsabilités, ils attendent que vous sortiez de la déresponsabilité. Je vous remercie.